anniversaire, Alexandre. Heureux anniversaire, Alexandre. Bon bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Alexandre. Merci, Alexandre. bon anniversaire. Une agitation fébrile de régner ce soir-là dans le grand appartement du boulevard Malherbe à Paris. Alexandre Dumas venait d'entrer dans le salon sous les acclamations et les vivas de ses amis et de ses proches venus célébrer ce 24 juillet 1867 les 65 printemps du père des Trois Mousquetaires et du comte de Monte Cristo. Alexandre arborait comme un oriflamme un large sourire de satisfaction bienheureuse. Une jeune personne brune et fort belle se tenait à ses côtés, et les messieurs en habits aux longs favoris tombant sur leur col la dévisageaient intriguée et éblouie par son charme discret. Les dames, dont les multiples bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines et bruissaient sur les bras nus, s'étonnaient de sa simplicité et du fait qu'elle ne portait pas ou très peu de bijoux. Mais ceci aurait été superflu, tant sa beauté et sa grâce suffisaient à la rendre aimable et attirante. En entrant dans la salle à manger, les invités furent enveloppés par un air chaud, mélange subtil du parfum des fleurs innombrables et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d'argent. Les bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table et dans les assiettes à large bordure, les serviettes arrangées en manière de mitre d'évêque tenaient entre le bâillement de leurs deux plis chacune un petit pain de forme ovale. Les pâtes rouges des homards dépassaient des plats, de superbes fruits dans des corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Auguste Maquet ne put s'empêcher de retenir un petit sifflement admiratif. Alexandre confia alors, sur un ton de confidence, mais de façon que tout le monde puisse entendre, « C'est Ada qui a tout organisé, c'est une perle rare. » Modeste, Ada, suspendue à son bras, baissa les paupières en rougissant. Durant le repas, assise à la droite du grand homme, elle était aux petits soins avec lui. Arrivé au dessert, on versa du vin de champagne et une dame prudemment se risqua enfin à lui demander qui était cette gracieuse personne. « Ada est une grande comédienne, une cavalière émérite et une remarquable poétesse !» s'écria-t-il alors d'une voix de stentor et en levant les bras vers le ciel. En face de lui, Alexandre Dumas fils, qui n'avait pas desserré les dents durant tout le repas et n'avait touché à rien, esquissa une moue réprobatrice. Son père avait rencontré Miss Ada, jeune écuyère américaine, 2 mois plus tôt sur la scène du théâtre de la Gaîté, où l'on jouait les pirates de la savane. Et aussitôt on était tombé éperdument amoureux aux grandes dames d'Alexandre Dumas fils, qui aurait souhaité qu'il épouse enfin sa mère, Catherine Labbé. À peine vêtue d'un petit maillot rose, Ada montait un pur sang fougueux et entrait en scène au galop en effrayant tous les spectateurs par son audace. Alexandre était allé voir l'actrice dans sa loge pour la féliciter après la représentation. Celle-ci, très émue et
éblouie par le célèbre écrivain pour lequel elle avait une grande admiration, lui sauta au cou avec une spontanéité déconcertante. Depuis qu'il avait rencontré Ada, qui aurait pu être sa petite fille, il avait des retours d'ardeur comme en ont les vieillards, âcres, violents, dernière gorgée de la coupe que l'on avale en désespéré, dernière flamme de l'orgie du cœur qui couronne un dernier excès. Il s'y livrait tout entier et s'excitait à l'ivresse. Ce qui l'avait désolé, l'âge venant, le charmait. Ce qui l'avait refroidi, l'embrassait, tout en étreignant sur lui ce corps de femme menue, des désirs monstrueux envahissaient son âme. Il eût voulu que des formes de notre monde arrivassent aussitôt pour satisfaire ses appétits nouveaux, voir ses prunelles fixes le brûler comme des charbons, ses bras s'allongeant tout à coup, l'étouffer dans des étreintes surhumaines, ses cuisses réunies, l'enlacer comme un serpent, ses dents de marbre, la mordre jusqu'au cœur, toute sa beauté lui faire peur. Il appelait à son aide la frénésie de la chair. Elle venait, l'emportait dans son vertige et l'étourdissait de ses clameurs, et quand la fatigue l'avait endormi et que ses sens épuisés ne parlaient plus, il prenait cette lassitude pour une volupté douce, cette débauche pour de l'amour. Mais qui peut affirmer que ce n'était pas de l'amour? Qu'elle était belle, Miss Ada, dont la voix douce avait des modulations accentuées qui remplissaient ses phrases de caresses singulières, toujours calme, sereine et souriante comme au réveil d'un beau songe. Jamais elle n'exprimait aucune plainte, aucune exigence, aucun regret. Elle vivait avec lui, souvent chez lui, et se plaisait à le combler de soins minutieux, de prévenances recherchées, trouvant ce qui pourrait lui faire plaisir et le rendre heureux, lui causer une joie ou un sourire, enfin voulant entourer sa vie comme les deux ailes d'un ange. Elle lui répétait souvent, avec un sourire ingénu et un fort accent américain, « Je t'aime ». Et il savait que c'était vrai. Contrairement aux proclamations de la plupart des femmes qu'il avait connues jusque-là, car Alexandre Dumas avait été toute sa vie un chaud lapin. Ada était bien différente de ces farceuses. C'est ainsi qu'il appelait les jeunes femmes légères et généralement peu vêtues qui partageaient son existence. Elle veillait à tous les détails du ménage, et les douceurs du foyer n'avaient point d'autre cause que sa présence, car elle touchait à tout, anoblissant, parfumant chaque songe. Elle lui taillait ses plumes pour écrire, se penchait sur son épaule quand il travaillait. Il emmenait déjeuner dans de petites auberges à Bougival, où 40 ans plus tôt, il avait conduit Catherine, lingère, la mère de son fils. Puis, ils allaient canoter. En général, elle l'accompagnait partout, mais s'il souhaitait sortir seul, elle ne faisait aucun reproche et lui envoyait des baisers par la fenêtre. Et lorsque il rentrait, elle était là, pour lui sauter au cou, à peine la porte ouverte, et pour se suspendre à ses lèvres. Les âmes en général ne marchent pas de front comme des chevaux de carrosse attelés à la même flèche, mais elles vont plutôt l'une après l'autre, s'entrecroisant dans leur chemin, se heurtant, se quittant, et courent éperdues comme des billes d'ivoire sur un billard. L'unisson est rare dans la vie. Il existait incontestablement, malgré leur grande différence d'âge, entre Ada et Alexandre. Ada aurait pu être l'héroïne d'un de ses romans tant sa vie fut fantastique. Elle était née en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, en 1838, dans une famille de la grande bourgeoisie juive, bien qu'elle se prévalait d'une secrète origine espagnole et signa Dolores Adios los Fuertos. C'était une fille superbe, aux yeux bleu voilés,
aux longs cheveux noirs. Sa passion dès son enfance était le cheval. Il existait entre elle et l'animal une communion d'esprit et de corps tout à fait remarquable. Tour à tour figurante, danseuse et actrice, spécialisée d'ailleurs dans les rôles de Santorès, elle posera nue pour des sculpteurs et collaborera à un journal, le Cincinnati Israélite, où elle demeurera, où elle démontrera très vite ses dons exceptionnels pour l'écriture. Folle de poésie, elle composa des vers mélancoliques sur ses amours brèves et malheureuses. Cette fille singulière et supérieurement intelligente connaissait l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'hébreu, le grec et le latin, et vous parlez avec autant d'assurance de théologie que d'équitation. Au sortir d'une conversation sur l'immortalité de l'âme, elle buvait 3 verres d'eau de vie et déclamait des poèmes dans toutes les langues qui lui étaient familières. Elle admirait beaucoup la France et tout particulièrement sa littérature et sa poésie. Ses poètes français préférés étaient Victor Hugo et Théophile Gautier, et l'un de ses livres de chevet était les poèmes España, qui fixent la beauté farouche des paysages ibériques, très proches de ceux du Colorado qu'elle trouvait sublimes. Comme Gautier, elle préférait les monts arides, aux champs gras et fertiles. J'aime d'un fol amour les monts fiers et sublimes. Les plantes n'osent pas poser leurs pieds frileux sur le linceul d'argent qui recouvre leurs cimes. Le soc s'émousserait à leurs pics anguleux. Ni vigne aux bras lascifs, ni blé doré, ni seigle, rien qui rappelle l'homme et le travail maudit. Dans leur air libre et pur nagent des essaims d'aigles, et l'écho du rocher siffle l'air du bandit. Ils ne rapportent rien et ne sont pas utiles. Ils n'ont que leur beauté, je le sais, c'est bien peu. Mais moi, je les préfère aux champs gras et fertiles qui sont si loin du ciel qu'on n'y voit jamais Dieu. Elle était aussi fascinée par Edgar Allan Poe, dont elle pouvait lui parler pendant des heures. Le conte de terreur était alors ce que le roman policier est à notre époque. Pendant l'heure que dure la lecture, écrivait Poe, l'âme du lecteur est à la merci de l'écrivain. C'est très probablement parce que j'ai tellement aimé les histoires d'Edgar Poe, avouera Alfred Hitchcock, que j'ai commencé par faire des films à suspense. C'est le créateur incontesté du genre. Ada fit de nombreuses conférences sur ce maître de l'angoisse dans tout le continent américain et contribua largement à sa découverte outre-Atlantique. Et puis un jour, en Virginie, dans une salle similaire à celle-ci, devant un public attentif et connaisseur, elle vint parler une fois de plus de son écrivain fétiche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de votre présence. Je vais essayer de vous faire entrer dans la vie et l'œuvre de celui qui est pour moi l'un des plus grands écrivains de votre siècle, Edgar Allan Poe, à travers sa nouvelle la plus envoûtante, La chute de la maison Usher, dont je vais vous lire quelques extraits pour vous placer d'emblée dans l'univers de l'écrivain. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté, et dont l'âme s'est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres, de la désolation et de la terreur. Je regardais le tableau placé devant moi, et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui étaient froids,
les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris. J'éprouvais un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver. Le propriétaire de la maison, Rodrigue Hucher, avait été l'un de mes bons camarades d'enfance, mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre, cependant, m'était parvenue récemment dans une partie lointaine du pays, une lettre de lui, dont la tournure follement pressante n'admettait pas d'autre réponse que ma présence même. L'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse. L'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë, d'une affection mentale qui l'oppressait, et d'un ardent désir de voir comme étant son meilleur et véritablement son seul ami, espérant trouver dans la joie de ma société quelque soulagement à son âme. C'était le ton dans lequel toutes ces choses, et bien d'autres encore, étaient dites. C'était cette ouverture d'un cœur suppliant qui ne me permettait pas l'hésitation. En conséquence, j'obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières. C'était donc dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines, mais je ressentais de plus en plus un inextinguible malaise. Mais qu'était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait et m'oppressait ainsi en contemplant la maison Hucher? Mademoiselle, pardonnez mon retard, mais poursuivez, je vous en prie. L'importun qui avait si grossièrement interrompu Ada était un jeune homme grand et mince, affublé d'imposantes moustaches. Il s'assit dans un coin, en chien de fusil sur le sol. À la fin de la conférence, il s'approcha d'Ada, la félicita et se présenta. Mark Twain, journaliste. Et il ajouta d'un air sombre, « Enfin, je pense que je suis Mark. » Le futur auteur de Huckleberry Finn était né en 1835 à Florida, dans le Missouri, et sa naissance avait été marquée par un drame abracadabrant qui le marqua profondément et qu'il raconta à Ada, intrigué par sa remarque. Nous étions deux jumeaux, Mark et William, et nous nous ressemblions comme deux gouttes d'eau. Quand elle nous eut retirés de notre premier bain, la sage femme s'aperçut que l'un de nous, profitant d'un moment de distraction, s'était noyé. On n'a jamais pu déterminer lequel de nous avait survécu. Suis-je Mark? Suis-je William? Je ne sais. Ce sera la tragédie de ma vie. Il s'appelait en fait Samuel Clemens. Mark Twain était un pseudonyme qu'il avait pris 2 ans plus tôt, alors qu'il avait 22 ans et qu'il était pilote sur le Mississippi. Métier difficile puisqu'il lui fallait guider le navire au milieu des rochers. Un noir de l'équipage qui était chargé de mesurer la profondeur du fleuve relevait la sonde en criant « Profondeur 2, profondeur 3, Mark 3, Mark Twain ». Ces 2 derniers mots, bien sonnants, lui plurent et il les adopta pour signer ses premiers contes humoristiques. Ada et le génial Hurluberlu, que fut Mark Twain, se lièrent d'amitié. L'humour absolument délirant de Mark enchantait Ada, et Mark était charmé par la grâce et l'intelligence de la jeune fille. Leur admiration commune pour Edgar Poe cimenta encore cette amitié. En 1876, Mark Twain écrira Les aventures de Tom Sawyer et en 1884, son chef-d'œuvre Huckleberry Finn, dont Hemingway dira « C'est le meilleur livre que nous ayons eu. Tout ce qui s'écrit en Amérique vient de là. Il n'y avait rien avant. Il n'y a rien eu d'aussi bon depuis. » Ada eut aussi pour ami aux États-Unis à cette époque le poète Walt Whitman et Bret Harte. Venons-en à présent, si vous le voulez bien, à ses aventures fabuleuses et à ses exploits sur les champs de bataille. Au Far West, elle chassa le buffle parmi les cow-boys, admiratifs de la témérité de cette fille singulière, presque une enfant, qui semblait être née sur la selle d'un cheval.
Elle fut un jour capturée par les Indiens Peau-Rouge. Alors qu'elle était conduite vers le poteau de torture, elle magnétisa les farouches guerriers en dansant le pas du serpent et recouvrit ainsi la liberté. Belle histoire, mais qui relève plus de la fable épique que de la réalité. Ada avait en effet une imagination débordante et ainsi se créa-t-elle tout un passé imaginaire dont plus tard elle racontera les épisodes fantastiques et auxquels elle finit par croire elle-même et par se faire croire. Elle aurait été également, en travesti d'homme, capitaine à la garde de Dayton, alors qu'elle ne fut jamais qu'une majorette carnavalesque. Elle assura aussi avoir été danseuse d'opéra, puis tragédienne. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle aimait le théâtre autant que l'équitation, et qu'elle sera en Europe une Mazeppa absolument éblouissante dans ce drame horrible inspiré du poème de Byron. Lorsque l'âge venant ne lui permettrait plus de rester insurpassable dans ce rôle, elle envisageait de vivre de sa plume et parla d'ailleurs de ses projets à plusieurs de ses amis. Elle avait en tête plusieurs romans, dont peut-être celui de sa vie aventureuse, mais aussi songeait à regrouper un jour ses poèmes et à les publier. Mais elle n'eut malheureusement pas le temps de concrétiser ses projets littéraires. En attendant, entre deux cavalcades, elle continuait à dévorer les livres, littérature, philosophie, sciences, poésie. Elle qui vivait intensément, même au prix du danger et de la souffrance sur les planches comme dans la vie, découvrit un jour, grâce à Bret Harte, un poète français qu'elle ignorait encore, Alfred de Musset. Elle fut aussitôt emportée par l'âme fougueuse du poète des grandes douleurs, qui exprimait l'amour avec une intensité extrême dans ses recueils de poésie, notamment dans ses nuits, tendre dialogue entre la muse aux accents maternels et le poète tourmenté et volage, dont La Nuit d'août, qui date de 1836, 2 ans avant la naissance d'Ada. Nuit d'août. Quand j'ai passé par la prairie, j'ai vu ce soir dans le sentier une fleur tremblante et flétrie, une pâle fleur d'églantier. Un bourgeon vert à côté d'elle se balançait sur l'arbuisseau. J'y vis poindre une fleur nouvelle. La plus jeune était la plus belle. L'homme est ainsi, toujours nouveau. Quand j'ai traversé la vallée, un oiseau chantait sur son nid. Ses petits, sa chair couvée, venaient de mourir dans la nuit. Cependant, il chantait l'aurore. Oh, ma muse, ne pleurez pas. À qui perd tout, Dieu reste encore. Dieu là-haut, l'espoir ici-bas. Oh muse, que m'importe ou la mort ou la vie. J'aime et je veux pâlir. J'aime et je veux souffrir. J'aime et pour un baiser je donne mon génie. J'aime et je veux sentir sur ma joue amaigrir, ruisseler une source impossible à tarir. J'aime et je veux chanter la joie et la paresse, ma folle expérience et mes soucis d'un jour, et je veux raconter et répéter sans cesse qu'après avoir juré de vivre sans maîtresse, je fais serment de vivre et de mourir d'amour. Dépouiller devant tous l'orgueil qui te dévore, cœur gonflé d'amertume et qui t'est cru fermé. Aime et tu renaîtras, fais-toi fleur pour éclore. Après avoir souffert, il faut souffrir encore. Il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Cela aurait pu être la devise d'Ada, même si sa rencontre avec Alexandre, avant sa rencontre avec Alexandre, elle cherchera en vain, durant sa vie, le grand amour. Alors cela nous amène à parler à présent de l'histoire singulière de ces 3 mariages. À peine sortir de l'enfance, Ada savait déjà ce qu'elle voulait et entendait bien prendre en main sa vie et la mener comme elle le souhaitait, ce qui, on s'en doute, irrita fort ses parents. Celui qui allait devenir son premier époux, prénommé John, la séduisit par sa seule beauté.
C'était le fils d'un riche propriétaire terrien de Californie. Il était catholique, mais peu importé pour Ada, car Dieu, disait-elle, n'est ni juif, ni musulman, ni catholique, ni protestant. Il est au-dessus des religions. S'il était incontestablement d'une beauté insolente, John n'avait pas inventé la poudre, et il était timide et maladroit. Musicien, il jouait dans un petit orchestre et espérait réussir dans ce domaine, mais ses ambitions étaient annihilées par sa paresse chronique. Ils sortirent ensemble durant 3 semaines, mais bien qu'il ne semblait pas indifférent à ses charmes, il ne lui faisait aucune avance. Un jour, n'y tenant plus, elle décida de le mettre au pied du mur. Elle entraîna une fin d'après-midi dans un petit coin romantique qu'elle connaissait jouxtant une prairie verdoyante. Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment. L'agitation de son cœur bouillant, dont les pulsations précipitées parlaient au bras de John, où elle s'était accrochée, la jetèrent dans une exaltation d'autant plus pénétrante qu'elle était encore excitée par tous les petits accidents de la vie qu'elle avait connus récemment. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles de bonne famille donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments. « Monsieur, j'ai une question à vous faire, » dit-elle en tremblant et d'une voix émue. Une pause effrayante pour Ada succéda à cette phrase qu'elle avait presque bégayée. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille, si fière, n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle n'était pas dupe de sa témérité. « M'aimez-vous et souhaitez-vous m'épouser » Mais oui, répondit John, interloqué. L'amour donne tout, mais aux amants seulement. Quant aux époux, il leur faut plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. Le mariage fut décidé rapidement, malgré l'opposition des parents d'Ada, car elle avait décidé de se convertir au catholicisme et de se marier à l'église pour entrer dans les bonnes grâces de Torquemada, surnom révélateur donné à la redoutable mère de John. Les 2 premiers mois furent merveilleux. Mais elle s'ennuya vite, très vite auprès de ce garçon magnifique mais sans éclat, morne, borné, indolent et irrémédiablement soumis aux volontés implacables de sa mère. Et elle le quitta poliment et avec un peu de regret, car elle détestait faire de la peine aux gens. Son second époux Peter avait beaucoup de prestance et d'assurance, malgré un physique plutôt ingrat. Il était boxeur et poète à ses heures. Il se faisait fort de ne pas écrire 3 vers sans y incorporer le nom d'une fleur. Il connaissait bien Walt Whitman, qu'il présenta à Ada. Ada se lia d'amitié pour ce poète qui exaltait dans une langue simple et populaire la sensualité et la liberté. Une nuit, Peter fit un curieux rêve. Il escortait à cheval le Christ juché sur son âne, et tous deux entraient triomphalement à Jérusalem sous une pluie de pétales de roses et de dahlias. Aussitôt, il se persuada qu'il avait été désigné par Dieu pour annoncer la parousie au monde, c'est-à-dire le retour du Christ sur terre, vainqueur du malin et de la mort. Pour cela, il devait se préparer à cette tâche impérieuse en abandonnant toutes ses activités et en vivant pendant 6 mois en ermite dans une cabane en bois qui servait à entreposer des outils au fond du jardin de leur maison. Ada tenta en vain de le dissuader et de le convaincre qu'il n'avait fait qu'un rêve et n'était nullement investi d'une mission divine, mais voyant qu'elle se heurtait à un mur,
elle finit par le quitter, non sans avoir prié instamment Whitman de veiller à son ami visiblement dérangé. On sait peu de choses sur son troisième époux. Même pas son prénom. Mais il semble qu'il décida de renoncer au mariage aussitôt son troisième divorce prononcé. Toutefois, elle n'épousa un dernier mari, James Peter Barclay, un célèbre impresario, que pour légitimer l'enfant dont elle était alors enceinte. Ses quatrièmes noces, en grande pompe, eurent lieu à New York le 19 août 1866. 2 jours plus tard, la mariée s'embarquait, seule, à bord des paquebots Java. Jamais elle ne devait revoir l'Amérique, ni l'époux. Sur le vieux continent, elle découvrit d'abord l'Angleterre et son austère capitale, Londres. Elle éprouva un plaisir presque sensuel à flâner le soir dans ces rues sombres, aux pavés luisants, où le martèlement des sabots des chevaux semblait rythmer la vie quotidienne de chacun. Dans la capitale anglaise, elle rencontra Charles Dickens, qui dénonçait les fléaux sociaux de son temps dans ses romans sensibles, baignés d'humour et de poésie, notamment Oliver Twist et David Copperfield. Il avait eu une jeunesse difficile et malheureuse. Il n'en était pas pour autant amer et croyait, un peu comme Ada, avec sans doute une certaine naïveté, que les gens, même les plus abjects, ne pouvaient pas être entièrement mauvais. Dickens appréciait le grand cœur d'Ada, sa générosité et son enthousiasme. À Londres, Ada découvrit également la fraternité pré-raphaélite et son bouillant leader, le peintre et poète Dante Gabriel Rossetti. Le groupe de jeunes artistes qui s'étaient regroupés autour de Rossetti proclamait que le monde de l'art ne devait pas être exclu des changements profonds qui se dessinaient dans la vénérable société anglaise, qu'il fallait en finir une fois pour toutes avec les opinions étriquées et les académismes de l'ère victorienne, et permettre à l'artiste, emmuré dans sa tour, d'y voir, de respirer enfin l'air libre et de s'exprimer hors de toute contrainte. Le mot pré-raphaélite témoignait du désir des membres de la confrérie de revenir au style d'avant Raphaël. Comme on peut l'imaginer, Ada ne pouvait que souscrire à une telle démarche. Elle appréciait par ailleurs les toiles des peintres pré-raphaélites. L'un des articles du manifeste des pré-raphaélites précisait qu'il fallait, condition plus indispensable que toute, produire des tableaux ou des statues de qualité irréprochable. Les peintres pré-raphaélites, William Holman Hunt, William Morris, John Everett Millais et surtout Dante Gabriel Rossetti, adoptaient dans nombre de leurs œuvres un point de vue idéalisé et utopiste d'un âge d'or imaginaire inspiré du Moyen-Âge, avec ses traditions d'amour courtois et de devoir chevaleresque. La première œuvre à être exposée comme tableau pré-raphaélite fut l'Enfance de la Vierge Marie de Rossetti. Pour Rossetti et ses amis, toute femme extrêmement attirante était une stunner, une bombe. Élisabeth Siddal, dite Lizzie, fut la première de ces bombes et son modèle préféré avant d'être sa maîtresse, puis son épouse. Les pré-raphaélites étaient, on l'a bien compris, des non-conformistes et souvent des originaux, à commencer par le premier d'entre eux, Dante Gabriel Rossetti. Celui-ci avait transformé Tudor House, sa splendide maison, en véritable ménagerie, commençant par y élever des souris et des hérissons, puis un raton laveur et un kangourou.
sans compter tous les animaux qui hibernaient dans les tiroirs. Il songea même à y adjoindre un éléphant. L'homme, selon lui, devait s'inspirer des bêtes dont la sagesse était grande et qui un jour nous supplanteraient sur cette terre. Ada, à qui il exposa ses vues, applaudit des deux mains. Elle rêvait pour sa part d'un monde merveilleux où le cheval régnerait en maître, l'homme étant sa plus belle conquête. Un monde sans doute proche de celui des Winds, imaginé par l'écrivain irlandais Jonathan Swift dans Le Voyage de Gulliver, un livre qui occupait une place de choix dans sa bibliothèque. À la mort d'Elisabeth Lisi, qui se suicida parce qu'elle ne supportait plus les frasques de Gabriel, celui-ci mena une vie en marche, laissant s'installer chez lui sa maîtresse, Fanny Cornford, et d'autres filles superbes qu'il appelait ses ravissantes. Au-delà de l'amitié et de l'affection qui lièrent incontestablement Ada et Gabriel et que confirme leur correspondance assidue, il est probable que ces deux personnages, hors normes, eurent des relations plus intimes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se rendirent plusieurs fois des services réciproques, des services peu ordinaires. Rossetti, un jour, alla jusqu'à solliciter l'aide d'Ada pour ramener dans le troupeau pré-raphaélite une brebis perdue. Parmi ces artistes excentriques qui animaient la fraternité pré-raphaélite, le plus extravagant de tous, mais aussi sans doute le plus génial, était le poète Algernon Swinburne. Ce jeune homme de bonne famille, charmant, distingué, fort courtois, qui célébrait admirablement dans sa poésie la nature et la mer, et était considéré par Victor Hugo comme un des plus grands poètes de son temps, se révélait être dans sa vie intime un homme tourmenté, amateur insatiable de sexe et de toutes les turpitudes érotiques imaginables. À Tudor House, ses excès et ses débauches en compagnie de ses amis, homosexuels comme lui, notamment le peintre Siméon Salomon et le comédien George Powell, avaient fini par excéder Rossetti, pourtant longtemps indulgent et généreux envers son ami. Il fallait à tout prix étouffer le scandale qui enflait et incitait Algernon à se ranger. Et pour qu'il se range, il lui fallait impérativement une bonne épouse qui veille sur lui. Mais pour qu'il puisse trouver une bonne épouse, encore fallait-il qu'il connaisse et apprécie réellement le sexe faible. En ce domaine, le poète avait encore tout à apprendre. Et c'est donc là qu'allait intervenir Ada. L'écuyère fut très surprise par le service singulier que lui demanda Rossetti, mais elle accepta néanmoins par passion, dit-elle, pour la poésie d'Algernon. Rossetti lui remit même 10 livres pour accomplir cette mission délicate. Comme elle lui rétorquait, visiblement outrée, qu'un service entre amis, même de cette nature, ne se monnaie pas, Rossetti lui assura qu'il fallait qu'elle considère cette somme comme un modeste don de sa part pour ses œuvres charitables, car Ada, fille au grand cœur, était une aubaine pour les associations caritatives du royaume. Rude tâche en tout cas pour Ada qui prit vite conscience de ses limites, malgré tout son charme, car Algernon n'avait vraiment aucune attirance sexuelle pour les femmes. Malgré tous les efforts inouïs de la jeune femme, Algernon Swinburne, habituellement si chaud, resta en effet de marbre. À bout d'arguments, Ada jeta l'éponge et, dépitée, tout en ressassant son cuisant échec, elle vint rembourser Gabriel. Cette tentative, si elle s'avéra vaine, permit toutefois de mystifier l'opinion. Gabriel s'en persuada et mit au point un leurre destiné à dédouaner l'enfant terrible. Les présomptions d'immoralité et de goût particulier qui pesaient sur lui. Peu de temps après, des photos superbes représentant Swinburne mollement penché sur une superbe créature à l'expression énamourée essaimèrent dans toutes les vitrines de Londres, apportant la preuve tangible que le disciple du divin marquis était bien un homme comme les autres, tout à fait normal et parfaitement constitué.
Algernon Swinburne est l'auteur d'un roman autobiographique, Lesbia Brandon, de nombreux recueils de poésie, dont Atlanta in Calydon et Le Triomphe du temps. Lorsqu'il rencontre Ada pour la première fois, il venait de publier le recueil Poèmes et ballades, dans lequel se trouve le poème Alliance, qu'il lui adressa avec une dédicace pour se faire pardonner, semble-t-il, de n'avoir pas réussi à succomber à ses charmes. Alliance. Si l'amour était semblable à la rose, et si j'étais comme une feuille, nos vies croîtraient ensemble. Que le temps soit triste ou chantant, dans les prairies venteuses, dans les endroits fleuris, que le plaisir soit vert, que le chagrin soit gris. Si l'amour était semblable à la rose, et si j'étais comme la feuille. Si j'étais semblable aux paroles, et si l'amour était mélodie, à deux voix, dans une seule félicité, nos lèvres se mêleraient. Et nos baisers seraient heureux comme les oiseaux, qui, à midi, jouissent d'une douce pluie. Si j'étais semblable aux paroles, et si l'amour était mélodie. Et si tu étais la vie, mon aimé, et si moi, ton amour, j'étais mort. Ensemble, nous serions neige et soleil, avant que Mars n'offre autant le narcisse, le sansonnet suave et le souffle fécond des heures. Si tu étais la vie, mon amour, mon aimé, et si moi, ton amour, j'étais la mort. Et si tu étais serve du chagrin, si j'étais page de la joie, nous jouerions des vies et des saisons durant avec regard amoureux et perfidie, larmes du soir et du matin, rires de jeunes filles, de jouvenceaux. Si tu étais serve du chagrin, et si j'étais page de joie. Si tu étais dame d'avril, si j'étais seigneur de mai, nous déploierions des fleurs, des feuilles, des heures durant, et des journées entières ferions moisson de fleurs, jusqu'à ce que le jour s'enténèbre comme la nuit, et que la nuit resplendisse comme le jour. Si tu étais dame d'avril, si j'étais seigneur en mai. Si tu étais reine du plaisir, si j'étais roi de douleur, ensemble nous irions chasser l'amour, pour arracher les plumes de ses ailes, régler son pas et brider son bec. Si tu étais reine du plaisir, et si j'étais roi de douleur. Après l'épisode Swinburne, Ada traversa, semble-t-il, une période de doute et de questionnement. Elle commençait à regretter de n'avoir pas encore rencontré jusqu'à ce jour, et depuis les échecs successifs de ses mariages, l'homme de sa vie. Celui avec lequel elle pourrait mener une petite vie bourgeoise et tranquille, qui lui permettrait de se consacrer à l'autre passion de sa vie, après le cheval, à savoir l'écriture, et plus particulièrement la poésie, quitte à prendre, à perdre un tantinet de son indépendance. Mais elle ne pouvait résister bien longtemps à l'appel des planches et des paillettes. Son succès, voire son triomphe, dans le rôle de Mazeppa, fut considérable et lui permit de conquérir Londres. Son osmose avec son cheval atteignait le sublime. Le public, haletant devant son interprétation terrifiante de réalisme, la voyait, dans le rôle du chef cosaque, étendu et lié autour de sa monture, gravir impraticable au galop. Le saut final faillit lui coûter plusieurs fois la vie. L'écuyère et son cheval ne faisaient plus qu'un, et cette impression ajoutait une touche de merveilleux et de féerique à leur prestation. Son cheval était devenu son plus fidèle ami et son confident de tous les jours. Elle lui racontait tout à l'oreille, ses joies, ses chagrins, ses aventures. Cependant, elle ne parvenait pas à s'habituer à la mentalité anglaise et aspirait de plus en plus à traverser la Manche et à découvrir la France et Paris. Elle finit par entrer en contact avec le théâtre de la Gaîté et signa un contrat. Aussitôt, elle fit ses valises et quitta Londres pour Paris. Prenez mes dollars, mes banknotes, s'écrie le Brésilien de la vie parisienne, accouru à Paris
comme le baron de Grondemarck, pour s'en fourrer jusque-là. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souterraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. En les caricaturant, Jacques Offenbach célébrait ainsi dans ses opéras bouffes le prestige international de Paris et la folie dépensière du Second Empire. Le rayonnement de la capitale était effectivement considérable lorsque Ada arriva dans la ville lumière. Les courtisanes de haute volée, Clara Pirle, Anna Deslion, la Pavda, faisaient valser les fortunes. Le prestige de l'hôtellerie, de la couture et de la cuisine française contribuait également à l'attraction exercée par Paris dans le monde. Prosper Mérimée et Octave Feuillet étaient des écrivains de cour. Émile Augier se rendait célèbre avec le gendre de M. Poirier, et Labiche s'illustrait avec Un chapeau de paille d'Italie et Le voyage de M. Richomme. La jeune Sarah Bernard débutait timidement sur les planches. Frédéric Lemaître faisait sangloter les foules dans les théâtres du boulevard du Crime. Les musiciens Aubert et Meyerbeer étaient en pleine activité et le public français était encore sous le coup de l'audacieux Tannhauser de Richard Wagner. À peine installée dans la capitale, elle acheta un vaste et luxueux appartement rue Caumartin. Ada demanda aussitôt où l'on avait le plus de chances de rencontrer le grand Victor Hugo, qui était pour elle le plus grand poète français. Elle fut fort surprise lorsqu'on lui apprit qu'il vivait en exil à l'île de Guernesey en raison de son opposition à Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit. De son exil, il composait les plus belles pages de la légende des siècles. La légende des siècles, c'est cette extraordinaire épopée de l'homme montant des ténèbres vers la lumière, vers la connaissance, vers le progrès, une épopée mystique vue par les yeux du poète. Au commencement, Dieu créa l'homme, puis la femme, merveilleuse, sublime, douce, comme la caresse du soleil, le sacre de la femme. Heureux d'être, joyeux d'aimer, ivre de voir. Dans l'ombre, au bord d'un lac, vertigineux miroir était assis, les pieds effleurés par la lame, le premier homme, auprès de la première femme. L'époux priait, ayant l'épouse à son côté. Ève offrait au ciel bleu la sainte nudité. Ève blonde admirait l'aube, sa sœur vermeille. Chair de la femme, argile idéale, ô merveille, ô pénétration sublime de l'esprit dans le limon que l'être ineffable pétrit. Matière où l'âme brille à travers son suaire, bout où l'on voit les doigts du divin statuaire, fange auguste appelant le baiser et le cœur. Si simple, on ne sait, tant l'amour est vainqueur, tant l'âme est vers ce lit mystérieux poussé, si cette volupté n'est pas une pensée, et qu'on ne peut, à l'heure où les sens sont en feu, éteindre la beauté sans croire embrasser Dieu. Ève laissait errer ses yeux sur la nature. Et sous les verts palmiers, à la haute stature, autour d'Ève, au-dessus de sa tête, l'œillet semblait songer, le bleu lotus se recueillait, le frais myosotis se souvenait, les roses cherchaient ses pieds avec leurs lèvres demi-closes. Un souffle fraternel sortait du lys vermeil, comme si ce doux être eût été leur pareil, comme si de ces fleurs, ayant toute une âme, la plus belle s'était épanouie en une femme. Pourtant, jusqu'à ce jour, c'était Adam, l'élu, qui dans le ciel sacré le premier avait lu. C'était le marié tranquille et fort, que l'ombre et la lumière, et l'aube, et les astres sans nombre, et les bêtes des bois, et les fleurs du ravin, suivaient ou vénéraient comme l'aîné divin, comme le front ayant la lueur la plus haute. Et quand tous deux, la main dans la main, côte à côte, erraient dans la clarté de l'Éden radieux,
La nature s'enfond sous ces millions d'yeux, à travers les rochers, les rameaux, l'onde et l'herbe, couvée avec amour pour le couple superbe, avec plus de respect pour l'homme, être complet. Ève qui regardait, Adam qui contemplait. Mais ce jour-là, ces yeux innombrables qu'entr'ouvre l'infini sous les plis du voile qui le couvre, s'attachaient sur l'épouse et non pas sur l'époux, comme si dans ce jour religieux et doux, béni parmi les jours et parmi les aurores, aux nids ailés perdus sous les branches sonores, aux nuages, aux ruisseaux, aux frissonnants et saints, aux bêtes, aux cailloux, à tous ces êtres saints que de mots ténébreux la terre aujourd'hui nomme, la femme eût apparu plus auguste que l'homme. Le sacre de la femme, donc c'est le nom de ce poème de Victor Hugo. Au théâtre de la Gaîté où elle débuta le 31 décembre 1866, ce fut le sacre de Ada. Elle fit en effet un triomphe dès les premières représentations et elle resta à l'affiche plusieurs mois. Les plus grands noms du monde artistique, littéraire et politique vinrent l'applaudir. Elle commença à fréquenter assidûment les salons littéraires où son esprit et sa beauté fascinaient même les plus réfractaires. D'Hippolyte Taine à Prosper Mérimée, de Charles Cros à Maxime Ducamp, elle rencontra les écrivains les plus en vue. Elle aimera profondément Paris et, suivant son expression, elle s'y sentait comme un poisson dans l'eau. En jeune femme libre et indépendante, elle collectionne les amants et offre son cœur qui s'enflammait comme un brûlot au moindre rayon trop ardent. Bien qu'elle abordait la trentaine, elle paraissait avoir toujours 18 ans. Le temps semblait ne pas avoir de prise sur elle. Son caractère optimiste contribuait par ailleurs à lui préserver sa jeunesse. L'année même où Ada fit ses débuts au théâtre de la Gaîté, Gustave Flaubert était nommé chevalier de la Légion d'honneur. Selon Maxime Ducamp, il était partagé par un sentiment double. Il était satisfait d'avoir la croix et humilié de la recevoir le même jour que son ennemi juré, Ponson du Terrail, le père de Rocambole. C'est à partir de cette période de sa vie que Flaubert commença à faire des recherches poussées de toilette et d'élégance. On s'amusait à lui envoyer toutes sortes de drogues parfumées dont il se frottait le visage. Aimant plaire et plaisant, il avait quelques coquetteries avec les femmes que son étrangeté intéressait et une sorte de paternité douce pour les jeunes hommes qui s'essayaient aux lettres. Il était généralement joyeux, fréquentant de plus en plus assidûment les théâtres et leurs coulisses, prenait des notes, comme le fera plus tard Zola, et recueillait les confidences des actrices, car il voulait faire un roman sur des existences mal connues. Dans ce but fort louable, il décida donc d'aller voir Ada au théâtre de la Gaîté, en se disant « Le sage seul dans Gil Blas a effleuré la vérité, cette vérité je l'exposerai toute nue, car elle est d'un comique que l'on ne peut se figurer. » En fait, Ada ne ressemblait en rien à ces actrices qu'il rencontrait, et lorsqu'il fit sa connaissance à la fin du spectacle, lorsqu'il fit la connaissance de cette petite femme éblouissante, leur conversation porta plus sur la philosophie et la place de l'homme dans la nature que sur la vie dissolue des comédiennes de théâtre. Elle avait une vision toute particulière de Dieu. Si elle n'était pas loin de penser, comme Lamartine, que Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, elle affirmait cependant que le mot était magique. Chacun fabrique en soi son propre Dieu, et la meilleure façon de l'honorer est de faire en sorte qu'il ne soit plus qu'un simple mot, même magique, et d'aimer la vie et d'aimer les autres. Voilà sa solution. Comment ne pas aimer la vie, et peut-on se laisser aller au désespoir et mourir de tristesse comme ces héroïnes de romans? Tout naturellement, elle vint à évoquer avec Flaubert Madame Bovary, parue en 1857, qui avait fait scandale et vaudra même à son auteur d'être inculpé pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs.
Madame Bovary, c'est l'histoire d'Emma, cette petite bourgeoise épouse d'un médecin de province, le docteur Charles Bovary, un homme bon et aimant, mais maladroit, sans éclat ni personnalité. Tiens, dira Ada en découvrant le personnage de Charles Bovary, mais c'est John, son premier mari. Emma, qui a goûté le temps d'une soirée et d'un bal au faste de la belle société dans le château du marquis de la Vaubyessard, s'ennuie auprès de son mari, s'enferme dans les lectures de romans d'amour, nous dirions aujourd'hui de romans à l'eau de rose, où elle s'assimile à l'héroïne et tombe malade. Elle finira par se laisser entraîner sur la pente fatale qui la conduira à l'adultère, à la ruine et au suicide. Un jour qu'elle s'en revenait seule par le boulevard, elle aperçut les murs de son couvent. Alors elle s'assit sur un banc, à l'ombre des ormes. Quel calme dans ce temps-là, comme elle enviait des ineffables sentiments d'amour qu'elle tâchait, d'après ses livres, de se figurer. Les premiers mois de son mariage, ses promenades à cheval, le bal au château de la Vaubyessard, le vicomte qui valsait, tout repassait devant ses yeux. N'importe. Elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait? Et s'il y avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de raffinement, un cœur de poète sous une forme d'ange, lyre aux cordes d'airain, sonnant vers le ciel des épitaphes éliagiques, pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas? Oh, quelle impossibilité! Rien d'ailleurs ne valait la peine d'une recherche. Tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui, chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute, plus haute. Un râle métallique se traîna dans les airs et 4 coups se firent entendre à la cloche du couvent. Ah, 4 heures. Il lui semblait qu'elle était là sur ce banc depuis l'éternité. Mais un infini de passion peut tenir dans une minute, comme une foule dans un petit espace. L'automne commençait et déjà les feuilles tombaient. Les semaines qui suivirent, elle ne quitta plus sa chambre. On n'y montait pas. Elle restait là tout le long du jour, engourdie, à peine vêtue. De temps à autre, faisant fumer des pastilles d'Ursérail qu'elle avait achetées à Rouen, dans la boutique d'un Algérien. Pour ne pas avoir la nuit auprès d'elle son mari étendu qui dormait, elle finit à force de grimaces par le reléguer au second étage. Et elle lisait. Elle lisait jusqu'au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux orgiaques avec des situations sanglantes. Souvent une terreur la prenait et elle poussait un cri. Charles accourait. « Oh, va-t'en » disait-elle. D'autres fois, brûlée plus fort par cette flamme intime que l'adultère avivait, haletante, émue, tout en désir, elle ouvrait sa fenêtre, aspirait l'air froid, éparpillait au vent sa chevelure trop lourde, et regardant les étoiles, souhaitait les amours de prince. Son mal, disait Flaubert, en parlant de Madame Bovary, à ce qu'il paraît, était une manière de brouillard qu'elle avait dans la tête. Ce mal dont souffre Emma Bovary, à la jonction problématique du corps et de l'âme, est en fait une sorte de dépression que l'on retrouve chez Jeanne, l'héroïne d'une vie de Guy de Maupassant. Ada le comprend mal. Elle confie à Flaubert que si son héroïne est sans doute proche de beaucoup de femmes, elle, Ada, en tout cas, est tout le contraire d'Emma Bovary, même si elle a connu parfois, et connaît même encore, la froideur, comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, qui file sa toile dans tous les coins de son cœur. Mais toujours, elle a su réagir. Si elle s'ennuie avec un mari, elle le quitte, sans se préoccuper de l'opinion de la société. Si elle s'ennuie dans la ville où elle se trouve, elle part ailleurs. Si elle doute de ses charmes, de sa beauté, de la sincérité de son partenaire, elle s'éclate dans le travail, à savoir son métier de comédienne, mais aussi dans l'écriture et la lecture. Mais surtout, ce qui caractérise Ada, et ce qui lui permet de rester toujours sereine et sûre d'elle-même au-delà de son optimisme à toute épreuve, c'est son grand cœur.
Elle ne peut pas vivre, reconnaît-elle à différentes reprises, sans les autres, et par ailleurs, elle vit d'abord pour les autres. C'est cela qu'elle appelle aimer les autres. Et notamment pour les plus défavorisés, les pauvres, les exclus, les enfants orphelins, les animaux. Si elle gagne souvent beaucoup d'argent, toute sa vie, elle dépensera sans compter, pour son plaisir certes, mais aussi pour ses bonnes œuvres. Elle était heureuse de faire du bien, ne supportant pas l'injustice, et jamais elle ne fut aveuglée par le luxe et la vie facile et privilégiée à Paris. Monseigneur Morlot, l'archevêque de Paris, ne tarissait pas d'éloges sur cette Américaine généreuse et dévouée, sur laquelle beaucoup de nos compatriotes devraient prendre exemple. La générosité, c'est aussi le trait de la personnalité d'Ada qui impressionna le plus, semble-t-il, Prosper Mérimée. L'auteur de Carmen était un familier de la cour impériale. Il parlait peu, et quand il parlait, ses mots étaient souvent d'une audace inouïe, car il n'épargnait personne, et rares étaient ceux qui trouvaient grâce à ses yeux. Le général Bazaine ne le supportait plus depuis qu'il avait dit « Si les militaires n'étaient pas si beaux, on verrait qu'ils sont bêtes. Ceux qui sont intelligents ne sont pas de vrais militaires. » Ada fut sans doute très touchée par les compliments et la courtoisie à son égard de cet homme réputé cruel dans ses propos et qui disait sans embâche tout ce qu'il pensait. Une femme marqua également profondément Ada, bien qu'elle était aux antipodes de son caractère et de sa philosophie de la vie. Il s'agit de Louise Ackermann, qui nous a laissé ses poésies philosophiques d'où se dégage une force digne et désespérée. Tout semble les opposer. Louise est austère et sombre, Ada joyeuse et pétillante de vie. Louise était une femme révoltée et amère, une existentialiste avant l'heure. Ada était pleinement intégrée dans la société et ne souhaitait pas la changer, même si elle voulait qu'elle évolue vers un peu plus de justice pour les plus faibles. Pour Louise, le monde est en dérive, l'amour un instant d'illusion. Ada croyait en l'amour, malgré ses déceptions personnelles et l'échec de ses mariages. Pour Louise, Dieu est une absence douloureuse. Elle regrette qu'il n'existe pas, ou du moins s'il existe, qu'il ne se manifeste pas, ou si peu, dans notre monde sauvage. Chez Ada, comme on l'a vu, Dieu est un mot magique, mais c'est aussi parfois une présence douloureuse. Elle croit en Dieu, elle sait qu'il existe, mais quelquefois le regrette. Lorsqu'il est encore trop présent et lorsque les interdits moraux hérités de notre culture judéo-chrétienne pèsent trop lourdement sur la vie de chacun. Paradoxalement, ces deux femmes, si différentes, se rejoignent et se retrouvent peut-être dans une commune crainte de la mort. Alors elles sympathisèrent et puis Louise dévoila un jour à Ada la première bouture de L'amour et la mort, poème puissant que l'on retrouve dans son recueil de 1885, L'amour et la mort. Éternité de l'homme, illusion, chimère, mensonge de l'amour et de l'orgueil humain. Il n'y a pas eu d'hier, ce fantôme éphémère, il lui faut un demain. Pour cet éclair de vie et pour cette étincelle qui brûle une minute en vos cœurs étonnés, vous oubliez soudain la fange maternelle et vos destins bornés. Vous échapperiez donc, ô rêveurs téméraires, seul au pouvoir fatal qui détruit en créant, quittez un tel espoir. Tous les limons sont frères en face du néant. Vous dites à la nuit qui passe dans ses voiles, j'aime et j'espère voir expirer tes flambeaux. La nuit ne répond rien. Mais demain, ces étoiles luiront sur vos tombeaux. Et puis ce fut la visite d'Alexandre Dumas dans sa loge et le début de leur singulière histoire d'amour. Quelques jours après leur première rencontre, Alexandre lui écrivit « S'il est vrai que j'ai du talent, comme il est vrai que j'ai de l'amour,
tous deux sont à toi. Le plus cocasse dans leur aventure, c'est que Ada, bien que polyglotte, ne parlait pas français, et Alexandre ignorait totalement l'anglais, comme le fit remarquer Mathilde Chaud, l'ami d'enfance d'Alexandre. Mais celui-ci affirmait en riant « Pour faire l'amour, on se comprend sans parler ». Très vite d'ailleurs, Ada mania sans difficulté la langue française. Un jour, elle lui demanda de se faire photographier avec elle. C'était une habitude qu'elle avait prise au fil des années avec tous les hommes célèbres qu'elle avait connus, sans doute pour sa collection personnelle. On se souvient de l'épisode de Swinburne. Alexandre Dumas a accepté avec enthousiasme de se soumettre à cette sorte de rite auquel elle tenait passionnément, et le photographe Liébert prit la jeune femme en maillot sur les genoux de l'écrivain en bras de chemise. Sur un autre cliché, Ada est blottie dans ses bras, appuyant sa tête sur l'énorme poitrine du vieillard. Celui-ci apparaissait empâté, mais ses yeux vifs étaient adoucis par une infinie bonté. Il avait l'air de dire « Oui, je sais bien, c'est ridicule, mais elle le veut et je l'aime tant. » Cependant, comme Dumas devait beaucoup d'argent, Liébert décida de mettre en vente ses photos, en pensant que cela le dédommagerait de ses notes impayées, et il les exposa dans de nombreuses vitrines de libraires parisiens. Ce fut un énorme scandale qui choqua certains et amusa d'autres. Un jeune poète qui s'appelait Paul Verlaine et en fit un triolet mémorable qui annonce ses fêtes galantes de 1869. L'oncle Tom avec Miss Ada. C'est un spectacle dont on rêve. Quel photographe fou souda l'oncle Tom avec Miss Ada. Ada peut rester à Dada. Mais Tom, chevauchera-t-il sans trêve? L'oncle Tom avec Miss Ada, c'est un spectacle dont on rêve. Dans le même temps, un journal satirique, enfin très connu à l'époque, le Tintamarre, publie une ballade dont on ignore l'auteur, mais qui porte en épigraphe la phrase de Jean-Jacques Rousseau « Qu'est-ce qui ose assigner des bornes précises à la nature et dire voilà jusqu'où l'homme peut aller et pas au-delà ?» Ballade, l'écuyère et l'écrivain. Elle était une écuyère. Il était un écrivain. À son zénith, la première, le second à son déclin. Celle-là, fraîche et légère comme un souffle du matin. Celui-là, pesant et guère moins ventru qu'un mie de vin. Brune elle était, l'écuyère. Il était gris, l'écrivain, entre fourchette et cuillère dans un déjeuner rupin. Or, tant qu'en ex-mousquetaire, lui qui va toujours bon train, il mit un baiser au sein de la pudique écuyère. Tout beau, fougueux, l'écrivain, dit en riant l'écuyère. Tout beau, fougueux, l'écrivain. Pour moi, grâce exagénaire serait un maigre butin. Que ferais-je à l'affaire, que gagnerais-je? Parbleu, l'honneur souverain, femme, d'avoir su me plaire. Il faudrait qu'on fût ainsi qu'au genou de l'écuyère s'est mis le vieil écrivain. Depuis, on voit l'écuyère et le trop tendre écrivain s'entre-sourire derrière sans montre de magasin. Alexandre Dumas, fils, furieux, sermonna son père, mais s'entendit répondre « Mon cher Alexandre, malgré mon âge avancé, j'ai trouvé une Marguerite pour laquelle je joue le rôle de ton Armand Duval, faisant ainsi allusion au héros de la Dame aux camélias de son fils. » Et puis alors Ada Menken partit en tournée. Elle partit en tournée en Autriche, où l'appelait un engagement. Elle devait reprendre son rôle fétiche de Mazeppa au théâtre Andervienne. Et l'éloignement attiédit un tantinet leur amour. Alexandre traversait alors, du fait de ses folies, une période aiguë de gêne.
Par ailleurs, après 30 ans de succès, il connaissait au théâtre depuis 3 ou 4 ans une série d'échecs. Il restait toutefois enthousiaste et débordant d'idées nouvelles, mais, il faut bien le dire, son genre paraissait alors démodé. Il créa un nouveau journal, le D'Artagnan, qui devait paraître 3 fois par semaine. Il pria ses amis de l'annoncer. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est le drôle. Il a, Dieu merci, assez fait parler de lui. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on sache qu'il vient de ressusciter et qu'il met de nouveau flamberge au vent pour défendre ses vieux principes. Mais le D'Artagnan fut un échec. Un de plus. Dumas écrivit à l'empereur pour lui demander une fois encore de soutenir le théâtre. L'empereur refusa. Le temps des miracles était passé. Dumas eut alors l'impression qu'il était fini. Cependant, la ville du Havre, ayant organisé une exposition maritime, l'invita à y faire des conférences. Il accepta avec joie. Il entreprit aussi une série de rencontres, de conférences à Dieppe, à Rouen et à Caen. Au Havre, il retrouva Ada qui, mal remise d'une chute de cheval au cours de sa tournée, s'apprêtait à rentrer à Paris. Alexandre fut surpris de son teint cireux et d'une sorte de morosité qui ne lui était pas habituelle. Il lui proposa d'écrire une pièce pour elle. Ada en fut très touchée. Mais Holstein, le directeur du Châtelet, ne fut guère enthousiasmé par ce projet et le fit comprendre à Alexandre. Ah oui, le temps des miracles était bien passé. Holstein jugeait moins risqué et plus économique de reprendre pour Ada les pirates de la savane, décors et costumes existaient. Ada regagna donc Paris, mais au cours de l'une des premières répétitions, elle eut un malaise et tomba gravement malade. Son agonie ne dura que quelques jours. Et le 10 août 1868, elle meurt d'une péritonite aiguë. Elle qui fut adulée par le public, courtisée par les hommes les plus riches et les plus puissants, l'ami des plus grands écrivains de son temps, ne fut accompagnée pour son ultime voyage de la rue Caumartin au Père-Lachaise que par sa femme de chambre, ses grooms, quelques acteurs, en tout moins de 20 personnes, et son cheval favori. Alexandre Dumas apprit au Havre la mort de celle qu'il appelait l'être merveilleux. Il pleura des jours entiers sur le destin funèbre de sa chère Ada, qui venait d'avoir tout juste 30 ans. Puis, se sentant lui-même fort malade, il rentra boulevard Malherbe. Il reprit peu à peu du poil de la bête et de nouveau égrena ses projets de roman et de théâtre, mais personne ne venait plus le voir, même les plus proches de ses amis. Ada lui manquait douloureusement. Lorsqu'enfin il consentit, poussé par son fils, d'épouser Catherine Labbé, le refus vint de celle-ci. « J'ai passé la septantaine, écrivait-elle à une amie. Je suis toujours dolente et je vis simplement avec une seule bonne. Monsieur Dumas ferait éclater mon petit logement. C'est 40 ans trop tard. » Sa singulière histoire d'amour avec Ada l'avait fait sourire. « Ah, disait-elle, il est toujours le même. L'âge ne lui a rien appris. » Alexandre Dumas fils disait pour sa part fort justement: « Mon père est un grand enfant que j'ai eu lorsque j'étais petit. » Catherine mourut le 22 octobre 1868 à l'âge de 74 ans. 2 ans plus tard, au printemps 1870, tandis que la guerre éclate, c'est le retour du père prodigue chez son fils, à Puy, et le 8 décembre 1870, à demi paralysé par une attaque, usé par le travail, les plaisirs et la bonne chair, Alexandre Dumas s'éteint paisiblement dans les bras de son fils. Auguste Maquet déclare alors: « Peut-être
retrouvera-t-il là-haut Miss Ada, qui est sans doute de toutes la femme qu'il a le plus aimée, et en tout cas celle qui lui a apporté le plus de bonheur. À Reading, dans le Connecticut, quelques semaines après la mort d'Ada, Mark Twain, s'inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles, écrivit à Holstein qui lui annonça en retour la tragique fin de l'écuyère au cœur d'or. Aussitôt Mark Twain retira de sa bibliothèque un petit livre de nouvelles de Poe qu'Ada lui avait offert et dédicacé, l'enferma soigneusement dans un petit coffret qu'il enterra dans son jardin au milieu d'un parterre de fleurs. Il fixa sur l'emplacement une petite croix de laiton et une pierre blanche sur laquelle il fit graver ces simples mots. Miss Ada, 1868.